Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour à notre invitée Natacha Polony. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez été rédactrice en chef de Marianne et vous vous lancez dans une nouvelle aventure, l'audace. Point d'exclamation. Mais oui, point d'exclamation. Lancement d'une revue trimestrielle, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et la France est sauvée. Je ne sais pas si vous avez écouté C'est la phrase de Danton. Absolument. 2 septembre 1792, donc 18 jours avant Valmy, la levée en masse des citoyens qui viennent sauver la Révolution contre les monarchies coalisées. C'est ambitieux. Donc vous voulez faire comme Emmanuel Macron, la Révolution, c'était le nom de son livre. Déjà, je veux tout simplement réunir ceux qui croient encore en la France. Ouais. C'est ça l'idée, c'est de faire parler des gens qui ont différents points de vue, différentes idéologies, mais qui croient qu'on ne va pas se résoudre à regarder ce pays s'effondrer et donc qui veulent apporter des propositions. Mais est-ce qu'ils peuvent s'entendre aujourd'hui ? Il y a deux questions. Deux questions vertigineuses. Est-ce qu'ils peuvent s'entendre ? C'est un peu le débat qu'on a eu tout à l'heure en évoquant l'interdiction, la pétition qui circule pour interdire à Charlotte Gainsbourg d'incarner Gisèle Halimi, ou encore Paul Watson qui se fait traiter de facho parce qu'il soutient Brigitte Bardot et sa défense des animaux. La nuance n'existe plus aujourd'hui. Mais justement, la nuance, c'est un combat. Bien sûr. Et ça se fonde sur l'argumentation, sur le travail. C'est pour ça qu'une revue trimestrielle papier, c'est un format intéressant parce que c'est un format qui justement sort de l'immédiateté, des invectives, des slogans. C'est du temps long. Ça permet de traiter des sujets selon différents prismes, parce que l'idée c'est quand on prend un dossier, de le traiter du point de vue économique, politique, historique, géostratégique, et donc de donner aux citoyens les arguments pour se forger leur propre vision. Donc ça les sort justement de l'émotion pure, de l'éruptivité. Alors, est-ce qu'il est trop tard pour redresser la France ? Je vais reposer même ma question autrement. Non. Est-ce que il n'y a pas un certain nombre qui rêvent, y compris moi de temps en temps, à nos années 70-85 heureuses, et on sait qu'on les retrouvera jamais parce que l'époque a changé, les populations ont changé, beaucoup de choses ont changé. Évidemment. Mais on va pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui nourrit le rêve de plaquer le passé sur le présent. J'ai choisi. Il y a beaucoup de gens qui veulent ça. L'idée de ce titre, l'audace, on l'a voulu parce que on avait envie d'un titre qui justement porte vers l'avenir, qui dit osons, le mot de Jean-Pierre Elkabbach. Si vous voulez. Mais justement, il y a cette idée. Il y a cette idée d'une dynamique. Vous voyez, c'est-à-dire l'idée que, en fait, rien n'est perdu si il y a une volonté politique. S'il y a une vision de ce que doit être l'avenir de la France, c'est-à-dire on réunit tous les gens qui ont envie que les politiques, les élites, au sens large, économique, etc., fassent leur travail, c'est-à-dire défendent les intérêts des citoyens français. Et donc l'idée, c'est de dire, on va faire des propositions, on va expliquer que on n'est pas condamné à voir la désindustrialisation. Parce que le premier travail, c'est d'abord de penser. Ouais. Vous voyez, c'est l'idée qu'on doit refaire justement le travail que ne font plus les partis politiques, que font trop peu les think tanks, puisqu'ils sont en général justement chacun dans une niche idéologique, et donc d'élargir le prisme, de reconstruire une agora. Le principe, c'est ça. On va en reparler tout à l'heure avec vous. On va parler de cet appel au financement que vous faites, puisque vous démarrez parce qu'il faut être indépendant, donc il faut dépendre de ses lecteurs. On va y revenir dans un instant. Tout de suite, c'est le zapping. Le 10h midi, Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon Valérie, je ne comptais pas vous parler du procès Jubilard. J'ai ouvert le zapping de lundi, mardi, mercredi. Mais, on est mercredi avec Jubilard, mais décidément, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? C'est un procès hors norme. Hier, c'est son fils Louis qui a demandé d'avouer à son père, comme Christine Bouillot pour Sud Radio. Les caméras de France 2 étaient sur place. Louis avait 6 ans en décembre 2020. Il a gardé une mémoire intacte de la soirée qui a précédé la disparition de sa mère. Les doutes de l'enfant ont débuté, selon l'avocat, le jour de la reconstitution des faits. Nous étions tous présents au moment où sa parole, j'ai presque envie de dire, s'éclaire. Quand il reconnaît sa maison au niveau des photographies qui figurent sur l'ordinateur. Et là, il y a une espèce effectivement de libération au niveau de Louis qui va se livrer en disant oui, je les ai vus effectivement se parler, se disputer, je les ai vus s'empoigner à proximité d'un sapin. C'est un procès hors norme, hein.
C'est un procès terrible. C'est un procès terrible parce qu'on a évidemment une pensée pour ces 2 enfants, cette petite fille qui n'a jamais connu sa mère, ce petit garçon qui vit avec ce doute, et on espère vraiment que la vérité va surgir. Ouais. Hier, avant le discours de Donald Trump, dans l'émission Bonjour de Bruce Toussaint sur TF1, ils sont revenus sur les propos du président américain sur les effets du paracétamol. Le docteur de l'émission, Vincent Valoduc, a réagi à cette déclaration. L'autorité de santé va immédiatement informer les médecins que l'utilisation de paracétamol, plus connu sous le nom de Tylenol, pendant la grossesse, peut être associée à un risque très accru d'autisme. Ne prenez pas de Tylenol. Ne donnez pas de Tylenol à votre bébé. C'est une annonce choc de la part de Donald Trump en termes de santé qui effectivement déconseille aux femmes enceintes de prendre ce paracétamol. Alors on le rassure, on va être rassurant ce matin, de nombreuses études scientifiques publiées dans des revues prestigieuses n'ont pas mis de corrélation entre la prise de paracétamol et l'apparition de l'autisme, qui est un trouble du neurodéveloppement. Le CRAT, qui est le centre de référence des agents tératogènes en France, recommande chez les femmes enceintes en termes de fièvre ou alors de douleur de pouvoir recourir au paracétamol à posologie adaptée. On ne sait plus qui croire dans la science. Non, on ne sait plus. Alors, non, mais tu m'as compris, c'est une question provocante. Ah, je sais ce que vous êtes, Valérie. On peut croire les scientifiques qui travaillent, mais surtout, il y a un point essentiel, c'est que tout ce qu'on ingurgite en termes de nourriture ultra transformée, avec des additifs absolument ignobles, ça, pour le coup, c'est très compliqué de déterminer si c'est une des causes, mais à mon avis, c'est un peu plus de ce côté-là qu'il faut chercher que du côté du paracétamol, où il y a eu des dizaines de milliers d'études. Son raisonnement, c'est de dire il n'y a pas de paracétamol à Cuba, il n'y a pas d'autiste, donc il n'y a pas de... Alors, je ne sais même pas où il a pris Si, c'est exactement ça, Valérie. C'est son raisonnement. C'est son raisonnement. Allez, il y a j'ai hésité entre les deux, en fait. Vous pouvez aller voir un reportage qui était dans le 20h de France 2 hier, où ils ont été à Cuba, et ils ont interrogé plusieurs centres médicaux qui s'occupent d'autisme là-bas et des autistes. Et donc, ils ont été montrés qu'il y avait des autistes à Cuba et ils ont en fait débugué cette information. Ce qui est terrifiant, mais c'était un petit peu long comme son, mais donc je l'ai pas mis, mais c'est sur la plateforme. Ce qui est terrifiant, c'est que cette parole va quand même porter en France aussi, comme ça a été pour les vaccins. On se souvient qu'ils voulaient soigner le Covid avec l'eau de Javel. Non, mais on se souvient de ça. Le problème, c'est que pendant le Covid, il y a eu à côté de ça une espèce de gestion assez délirante qui a braqué des gens et les a incités à aller écouter des discours alternatifs dont certains étaient délirants. Donc il faut faire très attention avec ce genre de choses, ne pas fliquer les gens, parier sur leur intelligence, mais nourrir leur intelligence avec des données. Mais encore une fois, la question des nourritures ultra transformées, le rôle de l'industrie agroalimentaire qui en fait a des intérêts convergents avec l'industrie pharmaceutique derrière, tout ça, ça mérite d'être exploré. Et on vous conseille le numéro de 60 millions de consommateurs qui est allé enquêter, je ne sais pas si vous avez vu ce numéro, en particulier sur les aliments pour bébés où il y a un nombre d'additifs absolument invraisemblable. On continue. Bon, c'est un de vos nombreux combats, chère Natacha, c'est la gabegie financière de l'État. Alors ça, pour le coup, vous vous battez beaucoup. Alors, je suis pas sûr que le son qui va suivre va vous plaire. Écoutez bien. La majorité des ordinateurs de nos administrations, de nos écoles et de nos mairies vont devoir être mis tous au rebut. On va devoir racheter des ordinateurs. Vous savez pourquoi ? Car Windows 10, pour lequel ils sont équipés, les oblige à passer à Windows 12. Wow, ça devrait être simple. Seulement, voilà, nos ordinateurs ne sont pas assez puissants pour accepter Windows 12. Le nouveau Windows. Ah, c'est Windows 11, pardon. Oui, parce qu'on est passé de 10 à 12, mais enfin bon, c'est pas grave, on a compris qu'il y avait une nouvelle mise à jour. Et que nos ordinateurs n'étaient pas assez puissants. Reportage du 20h de France 2, où ils jettent des dizaines, des milliers d'ordinateurs. Si vous allumez un PC, une chance sur deux qu'il soit encore équipé de Windows 10. C'est ce qui fait tourner l'ordinateur. Mais dans un mois, c'est terminé. Le système deviendra officiellement obsolète, vulnérable aux attaques informatiques. Des millions d'ordinateurs incompatibles vont finir à la casse. Une décision de Microsoft coûteuse pour les finances publiques. Dans des centaines de collectivités et d'administrations, c'est la course contre la montre. Il reste 4 semaines pour renouveler une partie du parc informatique.
Il y avait le témoignage du maire et de la maternelle derrière. Et qui disait qu'ils étaient obligés de racheter les ordinateurs parce que sinon ils pouvaient être attaqués par des virus puisque Windows ne mettait pas et ne faisait pas les mises à jour. Le sujet qui est derrière, outre la gabegie totale, c'est surtout la question de notre indépendance en matière numérique. Parce que le problème, c'est que nous avons depuis des décennies forgé cette dépendance totale qui fait que quand Microsoft prend une décision, nous sommes obligés de nous y conformer. On n'est pas les seuls, Natacha. Non, on n'est pas. Mais je ne dis pas que nous sommes les seuls. Oui. Je dis que l'Europe, dans son ensemble, devrait se battre là-dessus et ne se bat pas. C'est-à-dire que si je pourrais vous citer toutes les décisions, par exemple les dernières amendes qui sont microscopiques contre Google, 3 milliards, mais c'est une plaisanterie. Bien sûr. Tout ça parce que il faut préserver les exportations, notamment allemandes, vers les États-Unis. Donc, on ne fâche pas les GAFAM. Et on continue à équiper l'ensemble de nos administrations avec des produits qui sont vendus par des firmes américaines. 90% des solutions cloud en Europe dépendent en fait d'entreprises américaines. Je veux dire, la DGSE, l'Éducation nationale font appel à des firmes comme Palantir qui sont liées avec la NSA. Enfin, c'est une folie. Donc, et pour l'instant, nous n'en sortons pas. Donc, l'urgence de la part de nos politiques devrait être de réfléchir à ce sujet-là, parce qu'en effet, c'est pas seulement une question économique, c'est une question de défense de nos intérêts. Oui, mais après, vous changez, par exemple, vous avez plus la vidéo, vous avez plus YouTube, vous avez plus telle chose. Donc, il y a aussi l'écosystème de Windows ou l'écosystème d'Android ou Apple pour votre téléphone qui fait que on est obligé de j'imagine que vous avez soit Apple ou Android. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que la question est celle des politiques de long terme. Oui. Vous voyez, quand le général de Gaulle a lancé son plan calcul, c'est parce que dans les années 60, il avait fait le diagnostic qu'il faudrait une indépendance sur le plan numérique pour la France. Ça a été torpillé ensuite, notamment par les Américains, et depuis, on n'a jamais remis en place une planification sur ces sujets-là. Et au contraire, on laisse des fleurons industriels se faire racheter ou se faire torpiller. Ce qui se passe avec Atos actuellement, c'est absolument dingue. Donc, je pense qu'il y a là un sujet que les politiques devraient saisir. Bien sûr. Bon, rapidement, icône, parce que sinon on va pas avoir le temps de parler avec Natacha. Icône des années 60, Claudia Cardinal est morte à l'âge de 87 ans. On l'aura connue évidemment dans son premier grand rôle aux côtés de Marcello Mastroianni. Et puis elle a à peine 22 ans quand Luchino Visconti l'a fait tourner aux côtés d'Alain Delon dans Rocco et ses frères. Et plus tard, il se retrouve sous les caméras de Visconti dans Le Guépard, Palme d'Or de 1963. On écoute la musique du générique composée par Nino Rota. J'espère qu'il va y avoir des hommages bien sûr. Et qu'on pourra revoir Le Guépard. Voilà, c'était la beauté, l'élégance et surtout une forme de dignité absolument époustouflante. Ah ouais, c'était une femme remarquable. On se retrouve dans un instant avec Natacha Polony pour son nouveau journal de l'audace. L'audace, ça s'appelle très précisément. À tout de suite. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, parlons vrai. Midi, Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Natacha Polony, journaliste, éditorialiste, ancienne directrice de la rédaction de Marianne, que vous avez quittée il y a quelques mois. Et vous vous lancez dans une nouvelle aventure, à une revue trimestrielle qui va s'appeler L'Audace, avec un point d'exclamation. Un auditeur nous dit, courageux de lancer un magazine papier aujourd'hui. Oui, dans le sens où véritablement le secteur de la presse est en grande difficulté. Oui. Mais justement, c'est ni un journal ni un magazine, c'est une revue. Parce que ce modèle-là peut tenir économiquement. Quelle nuance vous faites entre revue, magazine Un magazine, c'est plutôt les news magazines, donc les hebdomadaires, selon un format qui a été créé aux États-Unis dans les années 50-60. Alors qu'une revue, c'est sur du temps plus long, donc 140 pages, donc c'est évidemment quelque chose d'épais, puisqu'on a un trimestre entier pour le lire. C'est présent dans les kiosques et les librairies, parce que en fait, c'est quasiment un livre, mais qui traite de plusieurs sujets, qui fait intervenir des spécialistes, qui fait des décrochages sur des sujets un petit peu plus culturel, plus lointain. Et donc, pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est un modèle qui permet d'être indépendant.
C'est-à-dire qu'une revue trimestrielle coûte moins cher à faire. Le problème de la presse aujourd'hui, c'est que ça coûte très cher et que du coup, il n'y a que des milliardaires, des grands groupes qui peuvent posséder la presse écrite. Donc, s'extraire de ce modèle-là, faire une revue qui dépendra uniquement de ses lecteurs, je trouve ça intéressant en termes de liberté de ton. C'est aujourd'hui quelque chose d'absolument essentiel de pouvoir écrire ce qu'on veut, surtout quand on touche à des sujets géopolitiques, des sujets de souveraineté. On parlait de la souveraineté numérique tout à l'heure. L'indépendance est fondamentale. Et donc, vous faites un appel au don, enfin pas au don, à une souscription. En anglais, on appelle ça maintenant un crowdfunding. Mais en fait, c'est une souscription. C'est-à-dire qu'on fait appel aux lecteurs. Il y a une page Ulule où les gens peuvent se préabonner, puisque le premier numéro sera donc en kiosque et en librairie le 1er décembre. Et donc là, ils peuvent s'abonner, nous soutenir, donner un peu plus s'ils ont envie que ce projet existe. Et en fait, on crée une véritable communauté. Et si on réussit le crowdfunding, vous voyez, le début va permettre de financer la revue et le site internet qui sera adossé, mais surtout derrière, on pourra financer des conférences partout en France, en particulier dans des villes moyennes. Exactement, on va recréer de la citoyenneté. Et puis, si vraiment on réussit encore plus, là, on peut financer du streaming, c'est-à-dire une chaîne Twitch, on pourra faire intervenir les contributeurs, où on pourra toucher un public plus jeune, un public qu'il faut conquérir, parce qu'il faut absolument faire en sorte qu'il y ait du débat de les réintégrer dans la démocratie. Pour atteindre les plus jeunes, c'est une appli, il y aura une appli. Il y aura une appli quand on aura en effet réussi le crowdfunding, quand on lancera cette chaîne de streaming, là oui. Mais au début, évidemment qu'on fait avec le budget que nous aurons recueilli avec le crowdfunding. C'est pour ça qu'on y va doucement, vous voyez. Sinon, si vous commencez tout de suite très très haut, en fait, vous êtes obligé de faire appel à des gros investisseurs et vous perdez votre indépendance. Tandis que si vous réussissez à créer cette communauté de lecteurs, là, les investisseurs qui éventuellement voudraient venir vous soutenir derrière, eh bien vous ne dépendez pas d'eux et vous pouvez garder l'actionnariat de départ et donc que ce soit les fondateurs qui puissent piloter financièrement. Vous avez besoin de combien ? En gros, on sait, ça se joue pas forcément en chiffres. Vous voyez, le premier palier là, c'est qu'on a mis sur la page Ulule, c'est 3000 contributions. 3000 contributeurs, déjà, ça permet que la revue soit bien installée, qu'elle soit dans les kiosques, etc. Elle y sera de toute façon, mais la question c'est quelle marge de manœuvre on a. Je vais vous parler même en termes techniques. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit un bel objet. Et bien, des belles photos dans une revue, ça coûte cher. Si on veut que notre directeur artistique qui est absolument génial, qui s'appelle Brice Daven, qui est un garçon formidable, qui a un talent fou, si on veut qu'il puisse vraiment faire le bel objet dont on rêve, eh bien, on a besoin d'un peu d'argent. Quel format ça va avoir ? Le format, vous voyez le format des revues actuelles. Mais ce ne sera pas austère comme le sont parfois les revues. Je pense à la revue, l'excellente revue politique et parlementaire, mais qui sont des choses un peu ardues. Exactement, tandis que là, vous voyez, vous verrez en termes déjà, un numéro coûtera 15,90 €, donc ça veut dire que c'est accessible par rapport à des revues plus intellectuelles qui visent à un public de niche. Nous, on veut que tout le monde puisse acheter notre revue et s'y retrouver. Donc c'est pour ça qu'on travaille énormément sur l'esthétique, la police de caractère. Ça doit être beau, ça doit être plaisant. Aujourd'hui, Natacha, l'actualité va très vite. Les opinions changent, les déclarations ont lieu. Le lendemain, c'est une autre déclaration. Par exemple, si vous décidez de faire une réflexion sur l'argent du service public dont tout le monde parle, dans 10 jours, peut-être il y aura une décision politique. 15 jours après, il y aura peut-être la démission de la présidente. Il y aura peut-être tellement d'informations. Comment réussir à avoir de la réflexion sur des événements qui sont aujourd'hui toujours en mouvement ? Mais les événements sont en mouvement. Mais les fondements, ce qui nourrit cet événement, existe de tout temps. C'est-à-dire que réfléchir sur la meilleure façon d'organiser, par exemple, un service public audiovisuel et faire en sorte que, est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que les citoyens peuvent s'y reconnaître ? Quelle est la sociologie des journalistes et comment on fait pour que ça permette de donner une voix à l'ensemble des citoyens ? Qu'est-ce que c'est que la notion même de service public ?
Mais tout ça, ça se détache de l'écume. Je veux dire, savoir qui est à la tête, etc., quelles sont les décisions, ça c'est l'écume. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les grands courants de fond, parce que si, justement, tout le drame aujourd'hui, c'est qu'on a des politiques qui se laissent balader comme des bouchons sur l'eau, qui sont donc totalement irresponsables. Je voyais une déclaration de Bruno Le Maire dans le Figaro qui explique, attention, la technostructure bruxelloise nous met en danger, on ne pourra pas réindustrialiser, on est en train de prendre du retard. Cet homme-là a été ministre de l'économie pendant 7 ans. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Donc on a une irresponsabilité des politiques qui est complètement dingue, justement parce qu'ils commentent l'actualité du jour. Moi, je veux des gens qui ont une vision. Je vous citais De Gaulle tout à l'heure. Je veux dire, si on a aujourd'hui Airbus, si on a un parc nucléaire que nos politiques ont quand même bien abîmé, si on a de quoi être à peu près indépendant, c'est parce qu'on a des gens qui ont planifié, qui pensaient à long terme. Donc je veux de la pensée à long terme. Alors qu'est-ce qui va se passer à la présidence pour le long terme ? Alors, je ne suis pas chiromancienne, donc je ne sais pas ce qui va se passer pour la présidance. Non, mais est-ce que vous voyez quelqu'un qui pourrait avoir une vision ? Pour l'instant, je vous avoue que je suis comme beaucoup de Français, je trouve que c'est assez flou. Waterloo, morne pleine. Hein. Donc, la question, c'est comment d'abord on pose les fondations, c'est-à-dire comment on construit une vision de la France à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut pour notre pays ? Et ça s'appuie sur une réflexion sur l'histoire de la France, sur les raisons pour lesquelles on se retrouve aujourd'hui désindustrialisé. Vous voyez, l'un des sous-titres de notre revue, c'est « Penser, produire, construire ». Parce que nous croyons que la production sur le sol français est la seule manière de réindustrialiser, de défendre notre souveraineté alimentaire, parce que ça, personne n'en parle, mais on est en train de faire avec l'agriculture ce qu'on a fait pendant 30 ans avec l'industrie. Donc, tous les gens qui vont participer à cette revue sont ceux qui se rejoignent sur un point. Il peut y avoir des gens étatistes, des libéraux, etc., mais ils doivent se rejoindre sur un point. C'est pour se redresser économiquement, il faut produire sur le sol français et il faut faire valoir les intérêts de la France dans l'Union européenne et les intérêts de l'Europe dans le monde face aux empires. Ce qui n'est absolument pas fait. On a tous vu cet été Ursula von der Leyen aller se coucher parce qu'il fallait surtout pas mettre en danger les exportations allemandes. Donc, tant qu'on ne sortira pas de là, on continuera à descendre les marches. Mais encore une fois, il y a des questions très concrètes. Et vous verrez, le premier numéro de la revue s'attaquera à ces questions-là, les déséquilibres en Europe, la façon dont on a, par exemple, je peux vous citer le modèle néerlandais, les Pays-Bas, qui, outre le fait que c'est un paradis fiscal au sein de l'Europe, mais c'est surtout un pays qui a fondé sa richesse sur les importations de produits chinois. Donc, quand vous regardez la balance commerciale des Pays-Bas, vous voyez qu'en fait, ils s'enrichissent en faisant venir des produits qu'ensuite ils rediffusent dans toute l'Europe avec une estampille Union européenne et nous on dit merci. Et donc on détruit notre industrie, on détruit notre agriculture. Donc ça, j'aimerais qu'un politique un jour évoque ces sujets-là et aille ensuite prendre son bâton de pèlerin, ou plutôt, c'est-à-dire il ne faut pas être pèlerin, il faut mettre en place un rapport de force. Voilà. Il faut dire au sein de l'Union européenne, c'est très simple, nous on ne joue plus. Vous savez que le pays qui a le plus de procédures pour non-respect des règles européennes, c'est l'Allemagne. Parce que les Allemands défendent leurs intérêts et qui disent, écoutez, on appliquera la règle quand nous, on se sera protégés, qu'on aura construit. Mais allons-y. Qu'est-ce qu'on attend ? Ça fait 20 ans qu'on envoie vraiment les quatrième couteau à Bruxelles. Natacha, donc le site Ulule pour aller financer l'audace, la revue L'Audace. Vous trouvez la chaîne, la page Ulule et vous pouvez vous abonner et contribuer à cette belle aventure. Merci Natacha Polony et bonne chance. Merci beaucoup. Gros merde pour l'audace. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, parlons vrai.